Donc, bonsoir, merci à vous toutes et tous d'être là ce soir. Je voulais juste revenir sur la genèse de l'écriture des lieux. Je m'occupe des résidences de la Fondation Jan Michalski et il y a 4 ans, on a ouvert les candidatures à ce qu'on a appelé le Nature Writing pour un peu rendre compte du foisonnement qu'il y avait éditorial par rapport à toutes ces littératures autour de l'écologie. Et on accueille chaque année à peu près une demi-douzaine d'auteurs qui travaillent dans ce domaine. Et ce festival, dont c'est la 4e année, c'est le prolongement en fait de ces résidences. Et l'année dernière, donc, on l'a fait sur l'animalité. Et c'est à ce moment-là qu'avec Judith, on s'est rencontrés, on a discuté, puis on s'est dit qu'on allait faire un programme en commun sur le loup. Parce que Judith a depuis 2 ans à Chenju Lab une sorte d'équipe de personnes vraiment très différentes qui vont du berger au pisteur à des personnes qui travaillent dans le théâtre. Et donc, depuis 2 ans, ils récoltent de la documentation, ils pistent le loup, enfin, elle va vous en parler. Et voilà, en gros. Et ce que je voulais dire en plus, enfin, ce qui était important aussi pour moi par rapport à Chenju Lab, c'était aussi que la Fondation fasse aussi le trait d'union pour les futurs projets de Chenju, de l'équipe théâtrale qui se trouve à Jimel. Voilà. Merci Guillaume pour cette présentation et merci à la Fondation Michalski et plus particulièrement à Vera de nous avoir permis d'être parmi vous pendant ce week-end. C'est une chance pour nous, c'est beaucoup d'émotions aussi, parce qu'il y a des gens que nous admirons depuis très longtemps et qui sont dans cette salle, que vous aurez l'occasion, si vous revenez dans les jours qui vont suivre, de rencontrer. Ce soir, il y a Jean-Marc, qui est un grand spécialiste des loups. Mais il y a aussi Jean-Christophe Bailly, que nous lisons, mais depuis très, 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 très longtemps. Anne Simon aussi, qui est là. Et puis, tous les invités aussi de Guillaume, parce que Guillaume nous a dit « Je vais vous faire rencontrer des gens merveilleux qui sont là aussi ». Il y a Violaine Schwartz qui a traduit les contes de Grimm. Venez avec vos enfants, avec vos petits-enfants, ça vaut vraiment le coup, qui vont être lus par Pierre Beau. Il y a aussi Pierre Madelin. Tu peux dire quelques mots sur Pierre, parce que tu le... Oui, donc Pierre Madelin, il a... Son parcours, enfin, il est surtout traducteur pour un peu les maisons d'édition qui sont beaucoup dans le domaine écologique. Et il a été aussi berger plusieurs saisons dans les Alpes. Et vous verrez, il y a son livre dans la petite bibliothèque, enfin dans la petite librairie. Et aussi, il y a Roméo Bondon qui va l'interviewer dimanche, qui est journaliste et qui va faire sa thèse sur le lynx et qui sort un livre qui est déjà dans la librairie mais qui sort en octobre, qui est sur le sanglier, le côté un peu politique du sanglier. Donc si ça vous intéresse. Bon, après, il y aura un pot, donc vous pourrez parler avec toutes ces personnes aussi. Oui, et il y a Brian Favre aussi qui est là au premier rang, qui travaille avec nous aussi à Chenju Lab et qui lui est à la fois philosophe et juriste et qui va nous parler un petit peu du statut du non-humain dans la loi. Et voilà. Donc c'est intéressant, c'est dimanche aussi. Tout ça pour vous dire que ce week-end et ce soir aussi à la conférence de Jean-Marc Landry, on ne va pas partir sur un débat. J'avais envie de vous faire une blague, mais c'est pas drôle en fait. C'est un sujet qui est délicat et qui peut toucher beaucoup de personnes. J'allais dire qui est pour, qui est contre le loup, mais en fait on s'en fiche. C'est pas le propos. Le propos de ce week-end, c'est de réfléchir ensemble et de penser peut-être aussi le loup sous des aspects qui ne font pas partie du débat contemporain. Peut-être qu'on va penser le loup de l'imaginaire, celui dont on nous a parlé depuis qu'on est petit enfant, aussi avec Anne Simon, le loup dans la littérature, mais aussi le loup qui est le loup pour lui-même et qui est le Canis lupus, qui sont nos voisins là, qui se baladent entre le Mont-Tendre, le Rizou, le Marché-Rue, qui font ce qu'ils font, mais qui vivent leur vie de loup. Et peut-être que ce soir,
grâce à Jean-Marc, on va pouvoir un petit peu apprendre des choses sur la perception qu'ils ont du monde et de leur environnement. On se réjouit beaucoup de t'entendre ce soir, Jean-Marc, et des jours à venir. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'on m'a mis un micro, mais moi j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. C'est bon pour vous? D'accord, bon, très bien. Donc ce soir, vous avez le privilège d'avoir une nouvelle conférence, parce que je voulais, grâce à la fondation Michalski, je voulais essayer de préparer quelque chose d'un peu différent. Donc c'est un peu un exercice d'équilibriste que je vais faire ce soir, de vous amener dans un monde un peu différent, où on va parler de Umwelt, de théorie de l'esprit, je vais vous faire un petit peu d'éthologie, puis je vais essayer de vous amener un petit peu sur un chemin, de voir un petit peu comment le loup, lui, perçoit le monde, mais pas que, parce que sinon je fais vraiment de la biologie pure. Et puis bon, j'espère que ça vous plaira, et puis je vous invite à venir avec moi là pour à peu près, je crois j'ai 2 ou 3 heures de conférence, après il y aura un peu. Ouais. Normalement j'ai qu'1 heure. Mais vous allez voir que je cause beaucoup, donc ça va faire un peu plus d'1 heure. Et puis après, je crois qu'il y aura des questions-réponses un peu plus tard. Et puis, si vous voulez aussi venir vers moi quand on va boire l'apéritif après, oui, je crois qu'il y a un pot, n'hésitez pas à venir discuter. Donc, l'idée moi, j'ai fait 3 constatations depuis que je travaille sur le loup. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on imagine un peu comment le loup devrait être. Et si le loup ne correspond pas à notre imaginaire, on dit, peut-être qu'il a été réintroduit, c'est peut-être un hybride ou c'est un loup qui vient d'ailleurs, mais ce n'est pas le loup comme moi je l'imagine. Et l'imaginaire du loup, en fait, dépend beaucoup de notre culture. Si vous êtes éleveur, si vous êtes chasseur, si vous vivez en Mongolie ou au Portugal, on n'a pas toujours le même imaginaire, de l'éducation, des expériences. Et même les scientifiques ont aussi un imaginaire du loup. Dans des débats, je suis avec des professeurs d'université parfois qui ont cet imaginaire du loup, qui est différent de ce que je peux observer sur le terrain. Nous avons cet imaginaire du loup, j'ai essayé de le représenter sous différentes formes, ici avec la bête du Gévaudan, avec ici le petit chaperon rouge. Vous remarquez ici que le grand méchant loup qui guette le petit chaperon rouge, en fait, a un comportement plutôt de crainte et de peur. Ce qui est assez surprenant, parce qu'à l'époque, on a essayé de faire des gravures, et là on présente déjà une louve en plein hiver avec des mamelles apparentes. Et les mamelles, elles sont apparentes qu'à partir du mois de mai, quand elles ont les petits. Vous voyez qu'il y a plusieurs erreurs. On a souvent des attaques de loups sur l'humain. Ici, c'est en Italie, avec Saint François d'Assise, qui arrive à apprivoiser un loup qui fait peur à une petite ville, à Gubbio. Et puis finalement, il y a un pacte où c'est les gens de la ville qui vont nourrir le loup. Il y a bien sûr le loup-garou, quelque chose qui revient souvent. Il y a aussi le fantasme du loup, avec la spiritualité, avec ce loup qui est fantastique. Et puis il y a la réalité du terrain. Ici, c'est un veau cette année qui a été tué et dévoré par des loups. Et puis le premier bouquin, la première étude vraiment scientifique sur le loup est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, c'est juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, par des Américains. Et puis si ça vous intéresse, il y a aussi mon bouquin où j'essaie de faire un peu une synthèse de tout ce qui existe. Et puis j'essaie de sortir un petit peu de cet imaginaire dans ce livre. Donc je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse. Et nous interprétons aussi le loup, c'est-à-dire que quand nous voyons des comportements, à nouveau, avec notre culture, notre expérience, notre passé, on a des interprétations. Alors quand si je vous montre ceci, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais on a une manière d'interpréter ça, et selon votre culture, selon votre expérience, vous les interprétez différemment, comme celui-ci. Et ça, c'est une image qui est intéressante, parce que les loups font ça face à des bisons, et j'ai entendu un grand spécialiste qui se moquait des loups qui voulaient jouer avec des bisons. On en parlera plus tard, mais ce n'est pas un comportement de jeu. Et bien sûr, c'est aussi une réalité que j'ai rencontrée tout de suite quand j'ai commencé à travailler en Valais en 1995. La première fois que je suis arrivé sur le terrain, c'était un cas de ce qu'on appelle du surplus killing, 27 brebis tuées dans une attaque. Et vous comprenez qu'on ne peut pas imaginer un comportement comme cela, on ne peut pas comprendre ce comportement-là. Et vous imaginez que quand le loup arrive dans une zone et puis que les éleveurs rencontrent ça, vous pouvez dire le loup il est gentil comme ici. Ils vont vous dire, ouais, bon, t'arrêtes de raconter des conneries, quoi, parce que ça, c'est la réalité aussi du terrain, malheureusement. Et puis, nous considérons aussi les loups comme des invariants. Là, on dit le loup souvent, mais vous allez voir que ce n'est pas le loup, c'est les loups, parce que chez les loups, il y a aussi des personnalités, il y a des individus. Et alors, je viens un petit peu dans une figure un peu complexe, mais nous avons dans un travail que nous avons effectué pendant plusieurs années dans le sud de la France, et essayer de comprendre qui étaient les loups.
Et puis, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte quand vous définissez un loup, un individu, qui est son intelligence. Et je vous dis qu'il y a des loups qui sont aussi cons. Voilà, on parle toujours de ce loup qui est intelligent, qui va s'adapter à toutes les mesures de protection. Non, il y a des loups qui sont capables de s'adapter aux mesures de protection. Il y a des loups qui sont malins, mais il y a aussi des loups qui le sont beaucoup moins. Et puis, il y a aussi des traits de tempérament, l'agressivité, la motivation. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Si vous avez un loup motivé qui veut traverser une clôture, vous pouvez mettre la meilleure clôture au monde. Peut-être qu'il va quand même réussir à la traverser. Mais la plupart des loups, s'ils ne sont pas motivés, ils n'ont pas faim, ils n'iront pas. Et puis, il y a aussi le RHP. En fait, c'est un terme anglophone qui veut dire « Resource Hotel Potential », qui veut simplement dire la capacité de gagner un combat. Donc, plus vous êtes grand, plus vous avez une capacité de gagner un combat. Il y a le sexe qui joue aussi, bien sûr, quelque chose qui est fondamental aussi, l'âge, et puis l'apprentissage que vous avez fait, vos expériences. Puis après, vous avez la personnalité, le caractère. Donc là, on a utilisé le profil du plus fort, parce que si vous êtes grand, mais vous n'êtes pas motivé, puis vous n'êtes pas agressif, vous pouvez perdre un combat, par exemple. Il y a la personnalité, vous pouvez être très timide, ou vous pouvez être audacieux. Et quand il y a des loups audacieux, c'est plus complexe que d'avoir des loups qui sont timides. Et puis si vous êtes un louveteau, un subadulte, donc c'est un adolescent, ou vous êtes un adulte, ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas les mêmes personnalités, vous n'avez pas la même manière de vous comporter. Et puis là, on a simplement mis tous les loups, il y en a 15. Et puis ces loups, en fait, font partie d'une organisation sociale. C'est quelque chose qui est spécifique chez les loups, mais toute espèce sociale, bien entendu. Et puis voilà, si vous êtes le couple reproducteur, ce n'est pas la même chose que si vous êtes un subadulte. Ce n'est pas la même chose si vous êtes un flottant. Un flottant, c'est des loups qui rôdent entre les territoires et qui peuvent prendre la place parfois d'un reproducteur ou venir aider à élever les petits. Donc vous voyez que tout ceci fait que vous avez des loups qui sont différents. Et on ne devrait pas parler du loup, mais des loups. C'est tout ce qui est important. Et dans notre travail que nous faisons, c'est ce que nous utilisons depuis de nombreuses années. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'il y a, en fait, dans une région, est-ce qu'il y a des loups? Quels loups? Qui c'est? À qui j'ai affaire? Leur utilisation du territoire, la relation aux troupeaux, c'est comment ils se comportent avec les troupeaux. Et dans l'étude que nous avons faite en France, on a réalisé que beaucoup de loups passaient à côté des troupeaux sans s'y intéresser. Donc, d'un coup, on a découvert que des loups s'attaquaient aux troupeaux, bien entendu, mais d'autres pouvaient traverser des troupeaux sans s'y intéresser. Et tout ceci nous permet après de voir comment fonctionne un loup sur un territoire. Donc, vous comprenez que c'est un travail qui est assez complexe, et à nouveau, on parle des individus. Et si je vous parle, si ça veut bien marcher, voilà. Alors ici, ça c'est un individu particulier, puisque c'est Boucle d'Or, ou F19, qui est la femelle reproductrice de la meute du marché rue. Et on l'a nommée comme ceci parce que c'est une femelle qui est très particulière. Dans les premières images que nous avons faites, elle a peur du bétail, ou elle avait peur du bétail. Et ça, c'est le mâle M95 qu'on a appelé gros pépère. Mais voyez que pour nous, ce sont en fait des individus, on les nomme, comme Jane Goodall l'a fait avec les chimpanzés, par exemple, on les nomme. Alors gros pépère, vous savez que sa tête est mise à prix actuellement parce qu'on pense que, comme c'est le mâle reproducteur, c'est lui qui mène un peu ou qui mène même beaucoup les attaques sur les troupeaux. Donc ça pose problème, donc voilà, donc il y a aussi ceci. Et ça, c'est un autre loup qu'on a vu sur le Mont Landru, qu'on a appelé Mickey, parce qu'il avait des grandes oreilles, et c'est probablement ce loup-là qui a été tiré le 18 mars de cette année comme tir de prélèvement. Et puis les louveteaux, bien sûr, voilà, c'est les louveteaux de cette année, qui avec ici un jeune mâle, et quand vous observez des louveteaux, ils ont aussi une individualité, c'est aussi chaque individu va avoir ses caractéristiques propres, et ceux qui font de l'élevage de chiens ou ceux qui travaillent avec des animaux le savent très bien, chaque individu est différent. Donc de nouveau, on n'a pas un louveteau, on a des louveteaux qui peuvent jouer, qui peuvent faire les fous. Et dans ces individus, un loup ressemble à un loup. Je vous ai mis là 4 loups, en fait, ici. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'individualiser, savoir qui est qui. Ça me permet de mieux comprendre comment fonctionne la meute sur le marché rue, par exemple. Alors ici, c'est Boucle d'Or, pris à différents moments de l'année, avec différentes vidéos. Donc ici, Ici en hiver, par exemple. Ça, c'est l'image que vous avez vue tout à l'heure, vers la Foire-Rose, pour ceux qui connaissent, sur le Mont-Tendre. Elle a une caractéristique, c'est la queue assez courte. Puis en fait, elle a une glande jugale ici qui est ouverte, c'est-à-dire souvent les loups ont une glande jugale. Et puis autour, en fait, on a un dessin qui est fermé, en fait, un rond avec du blanc au milieu, avec un rond plus foncé. Et puis l'idée avec Philippine, qui doit être dans la salle, on essaye d'essayer de caractériser ces loups de cette manière-là.
Et vous voyez ici d'autres individus, je ne sais pas si on le voit. Vous voyez la glande jugale ici blanche, vous voyez qu'elle est complètement fermée, celle-ci. Ici, on a une qui est semi-fermée, ici qui est semi-fermée aussi. Et puis si on regarde ici boucle d'or, elle est complètement ouverte. Donc on va essayer d'identifier les loups, quelque chose qui n'a jamais été fait à ma connaissance, donc on va voir si ça fonctionne. Donc je vous ai fait une petite introduction sur vous dire que des loups, c'est des individus, et puis de vous parler de l'imaginaire du loup. Mais jusqu'il n'y a pas très longtemps, on imaginait, et même les scientifiques, comment le loup se comportait. Et pourquoi? Parce que les loups sont nocturnes, la plupart du temps, même si on peut voir des loups de jour, mais la plupart du temps, ils sont nocturnes, donc ils vivent de nuit. Et ce que vous voyez, c'est souvent le matin, quand il y a des dommages sur les troupeaux, ou quand un loup passe, quand vous êtes naturaliste, vous voyez juste un loup qui passe. Et on s'est dit, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir la nuit, de voir l'invisible. Et il y a quelques années, en 2013, on a monté un projet qui s'appelait Canovis, qui s'appelle toujours Canovis. On a utilisé des caméras thermiques pour aller voir ce qui se passait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de dire, si je veux voir et puis comprendre comment le loup fonctionne, il faut déjà le voir de nuit, qu'est-ce qui se passe. Puis on a filmé, on a passé 3600 heures à filmer, à observer des loups la nuit sur les troupeaux, et on a découvert un loup complètement différent de ce que je connaissais, de ce que je voyais dans la littérature. Et si ça vous intéresse, il est le rapport qu'on a rédigé est available, disponible, merci. Il est disponible sur notre site. Alors regardez, ce type d'image que nous avons fait. Alors la caméra thermique nous permet de capter la chaleur la nuit, donc tout ce qui est blanc est chaud et tout ce qui est noir est froid. Ça, c'est une louve reproductrice sur le terrain militaire de Caen-Juers, dans le département du Var, dans le sud des Préalpes, en fait, pas très loin de Toulon. Et ça, c'est étonnant. C'est quand même étonnant de voir cette femelle qui, 2 soirs avant, avait tué une brebis, hésiter. En fait, il n'y a pas de chien, il n'y a rien. Elle nous a fait ça 3 fois de suite. Et vous vous dites, mais pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Et en ayant vu ces images-là, mais je me suis dit, en fait, pour moi, le loup qui arrivait sur un alpage, c'était pour tuer. C'est comme ça que je concevais le loup. Moi, je me dis, le loup. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, elle n'ose pas attaquer. Je vous en montre une autre. Là, nous sommes dans le Mercantour, sur l'alpage de Millefonds. Nous avons 2000 brebis en couchade libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clôture, mais il y a 3 ou 4 chiens, je ne me rappelle plus, je crois qu'il y a 4 chiens cette nuit-là. Et regardez bien, ça c'est le loup que vous voyez ici, et là vous avez une brebis, et vous allez voir quelque chose d'assez étonnant. Le loup fait une première attaque, l'attrape sur la nuque, la brebis se retourne, elle arrive à s'échapper. Vous allez voir les chiens, parce qu'il y a les sonnailles en fait qui bougent, les brebis bougent, ça fait boucher les sonnailles, donc les clochettes. Donc ça va alerter les chiens que vous voyez ici. Et le loup qui est ici continue de faire une tentative d'attaque, malgré la présence des chiens ici. Et les chiens, dans la nuit, doivent repérer le loup en quelques secondes, savoir où il est pour essayer de l'évacuer. Et pendant ce temps-là, le loup essaye de capturer encore une brebis. Ce loup aura fait 6 tentatives de capture en 46 secondes. L'attaque ici que vous voyez, elle a duré 46 secondes. C'est long et c'est rapide. Donc vous imaginez les chiens de protection, la rapidité ils sont intervenus pour essayer d'évacuer ce loup. Et malgré que le loup est poursuivi, vous voyez qu'il s'arrête pour observer ce qui se passe. Et finalement, les chiens vont l'évacuer. Mais quand vous voyez ça, vous dites, mais il est con ce loup, quoi. Il n'est pas foutu de choper une brebis. Non, mais je vous montre une image là du grand méchant loup, prédateur et tout ça. Ça, c'est aussi une réalité du loup. Et ce qu'on a réalisé, en tout cas sur brebis, c'est que souvent les loups ont de la peine à attraper des brebis, contrairement à ce qu'on pensait. Alors dans le cas présent, nous pensons que c'est un subadulte, c'est un louveteau de l'année dernière qui a peu d'expérience et qui essaye d'apprendre à chasser. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que nous pensions que au printemps ou peut-être tard dans l'automne, c'était les parents qui apprenaient à chasser au louveteau. Et puis là, on n'a jamais vu de parents apprendre à chasser au louveteau. En tout cas, septembre, octobre, jamais observé ça. Et là, on trouve un loup, on est au mois d'août, qui essaye d'attraper une brebis et qui n'y arrive pas. Ça montre aussi, alors j'ouvre une petite parenthèse, l'efficacité des chiens de protection. Bien sûr, ils se font avoir. Bien sûr, il y a des dommages. En France, il y a beaucoup de dommages sur les troupeaux. Mais n'empêche que s'il n'y avait pas les chiens, il y en aura encore plus. Donc ça marche quand même pas si mal que ça. Et puis, grâce aussi aux caméras automatiques, parce que nous avons aussi des pièges vidéo, on peut aussi observer des comportements ici
de génisse voilà, qui chasse un loup. Alors là, bien sûr, quand c'est une génisse face à un loup, bon, le loup il va s'échapper. Vous allez voir après que quand il y en a plusieurs, c'est un peu plus complexe. Alors, nous sommes allés voir l'invisible, puis après, la question que je me suis posée, c'est de dire, mais en fait, comment fonctionnent ces loups? En fait, comment eux perçoivent l'environnement? Parce qu'on a, vous avez vu, on a un imaginaire, on donne des intentions au loup, le loup fait ci, le loup il est comme ça, le loup il est intelligent, mais en fait, déjà de voir l'invisible, je me dis, tiens, c'est bizarre, ça ne fonctionne pas comme je le pensais, parce que j'avais aussi mon imaginaire en tant que scientifique, mes croyances. Puis en étant allé la nuit, avec des caméras thermiques, je vous ai montré quelques images de loups qui ne fonctionnaient pas du tout comme je l'imaginais. Et on a essayé de comprendre. Et pour comprendre ça, je vais essayer de vous amener avec moi sur 3 concepts, qui est l'Umwelt, qui est le phénotype étendu, et puis qui est la théorie de l'esprit. Alors la théorie de l'esprit, je l'ai découvert en faisant la conférence. Et j'ai trouvé ça génial, donc je vais partager ça avec vous. J'espère pas me planter, sincèrement. S'il y a des spécialistes, vous leverez la main pour me corriger si je raconte des bêtises. L'Umwelt, il est intéressant parce qu'il a été... c'est Jacob Uxküll, je n'arrive jamais à prononcer ce mot-là, mais c'est un éthologue, une personne qui étudie le comportement animal, qui a croisé aussi d'autres éthologues. Et en fait, il se disait, mais en fait, dans un même environnement, selon les capteurs sensoriels que vous avez, vous allez percevoir cet environnement différent. Et on prend souvent l'exemple de la tique. Elle réagit à 3 stimuli, notamment le gaz carbonique. Et si vous voyez une tique qui vit dans une forêt, il y a des loups et des cerfs, elle perçoit son environnement différent. C'est tout bête. Mais nous, en tant qu'humains, en tant que mammifères, par rapport à un loup, nous avons une vision trichromatique, c'est-à-dire qu'on voit les couleurs. Nous, on voit l'orange, le jaune, on voit le rouge. Mais en fait, les loups pas, parce qu'ils ont une vision bichromatique. C'est-à-dire que dans l'œil, vous avez 2 types de cellules. Vous avez des cellules qu'on appelle les cônes, qui captent en fait les couleurs. Et les loups, si vous regardez ici, ont que 2 longueurs d'onde. Alors ça, c'est marrant, parce que dans ma conférence, normalement, c'était inversé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est des trucs... Vous voyez, donc les loups captent des couleurs plutôt vers le bleu et le vert. Et c'est pour ça que dans la chasse, par exemple, vous voyez des chasseurs qui ont des gilets orange, parce que l'humain voit l'orange, mais en fait, la faune sauvage ne voit pas l'orange. D'accord ? Mais ça veut dire quand même, c'est important ça, parce que se dire qu'eux perçoivent un environnement différent du nôtre. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, pas pour le loup, mais les chiens de protection. Vous savez, ces grands chiens qui protègent les troupeaux. Quand vous allez vous balader en montagne, on est habillé comment ? On a du brun, on a un peu, parfois du rouge, parfois peut-être du jaune, du bleu. Et quand vous vous mettez comme ceci, j'imite là, voilà, comme je suis habillé comme ceci, puis que derrière moi j'ai une forêt, puis que j'ai un chien de protection qui me regarde à 30 mètres, si je ne bouge pas, il ne me voit pas, parce que je suis fondu avec le derrière. C'est les couleurs qui se superposent. Donc les chiens, ils ne vous voient pas, puis d'un coup vous bougez, puis le chien il sursaute, et puis il vous aboie, il arrive dessus parce que vous êtes un intrus, puis les gens ont peur. Ça n'arriverait pas si le berger, il vous voit, lui. Il dit, il n'y a pas de souci, je vois bien que c'est un humain. Mais le chien, il ne vous voit pas nécessairement. Et les loups, c'est pareil. Et puis, je reviens un peu derrière, et les loups ont des bâtonnets, qui sont des cellules dans l'œil, qui permettent de capter plutôt les gris, le noir et le blanc, ce qui font qu'ils ont beaucoup de bâtonnets dans l'œil. Comme ils ont beaucoup de bâtonnets dans l'œil, ça indique qu'ils voient plutôt la nuit, ou qui voient mieux que nous la nuit. Donc nous, on a une acuité visuelle qui est très bonne la journée, quand il y a beaucoup de lumière, parce qu'on capte plus la lumière avec nos cônes, mais on a très peu de bâtonnets par rapport au loup, qui en a 10 fois plus. Donc le loup est un animal plutôt de 24 heures, il peut voir la journée, mais il voit plutôt la nuit aussi. Ça va, vous suivez ? Ouais, vous n'êtes pas encore endormi, non ? Ça va ? Non. Ah, je tâte un peu le terrain, comme ça, un peu nouveau. Après, les loups ont quelque chose de sympa que nous n'avons pas, mais beaucoup de mammifères ont ça, c'est le tapetum lucidum, qui est en fait des cellules qui tapissent derrière l'iris, en fait, qui captent, je vous montrerai un exemple, mais qui est capable de capter la lumière de la Lune et des étoiles, qui réfléchissent en fait sur les bâtonnets et qui vont augmenter sa capacité visuelle de la nuit. Et vous savez que l'humain a quelque part dans l'œil, sur l'iris,
une concentration de cônes, qu'on appelle la fovea, qui vous permettent de voir quelque chose de net sur une petite surface. Donc si je regarde monsieur, je peux voir net ses lunettes, mais je ne vois pas les lunettes des autres. Je vois ça. D'accord ? Ça, c'est une particularité. Mais les loups ont aussi ce qu'on appelle un area centralis. Ils ont aussi cette capacité-là, mais ils ont des ganglions sur tout l'horizon de l'œil. Ça veut dire que si je suis un loup, je vois net toute la rangée ici, et pas seulement un point. Et ça, c'est fondamental quand vous chassez en milieu ouvert, quand vous êtes avec des collègues pour chasser, ou que vous devez voir ce qui se passe, ben vous voyez net sur un large horizon, que nous, on ne voit pas très bien. On peut voir net qu'à un moment donné. Et dans une chasse, ça a probablement quelque chose de très, très, très important. Alors, je vais vous montrer aussi l'acuité, le champ de vision. Nous avons à peu près un champ de vision de 100, voilà, environ 120 et selon 150 degrés. Un loup, lui, a un champ de vision de 260 degrés. Donc ça veut dire que de nouveau pour la chasse, il est capable de chasser sur des milieux ouverts comme des milieux fermés. Donc il est vraiment adapté à ça. Donc il voit son environnement d'une manière très différente de la nôtre. Moi, si je vous regarde ici, si je suis un loup, je vois ce qui se passe sous le côté aussi. Ça, c'est vraiment une particularité. Et ça, c'était les ganglions. Bon, ça, c'est pas très important, mais c'est juste vous montrer que, en fait, les loups ont ce type de cellules sur tout l'horizon de l'œil. À travers la domestication, certains chiens l'ont conservé, mais pas tous les chiens. Donc, souvent, les chiens ont une moins bonne vision que celle des loups. Et quand vous regardez, en fait, un crâne de loup et un crâne de lynx, quand vous regardez simplement les orbites, ça vous indique, ça vous donne des informations de comment ils perçoivent leur environnement et comment ils peuvent chasser. Alors lui, il a un museau, vous voyez sa implantation des orbites, il a un museau, et lui, il a un museau beaucoup plus court, avec des orbites beaucoup plus larges. Et ça, c'est important pour le lynx. Pourquoi ? Parce que le lynx a une particularité que n'a pas le loup, c'est qu'il peut tourner ses pattes, il a des griffes rétractiles, puis avec les griffes rétractiles, il peut attraper une proie. Mais pour utiliser ses pattes, il doit avoir un champ de vision qui lui permette de voir les pattes. S'il ne peut pas voir ses pattes, ce qu'il fait avec, ça ne marche pas. Que le loup, lui, il a un long museau, lui, il voit ce qui est devant, mais il ne voit pas ce qui est derrière. Alors, je vous montre un exemple très concret. Ici, vous avez du lynx pardel. Là, nous sommes au Portugal. J'espère que c'est assez clair. Voilà. C'est un animal qui chasse de la perdrix. Vous voyez, il va essayer avec les pattes d'attraper cette perdrix. Donc là, elle a réussi à se sauver, mais là, vous allez voir qu'il va réussir, ça va très vite, vous allez voir. Hop, avec les pattes, il rabat. C'est un truc de fou, ça. Ça, c'est un truc de fou. Mais ça, c'est l'évolution. C'est pour ça qu'il a les orbites, mâchoires courtes. Il a perdu un certain nombre de dents. Le lynx pardel a plus que 28 dents, les loups 42. Donc ça change complètement la manière de chasser, mais c'est toujours la manière dont vous allez percevoir votre environnement. C'est des animaux, en fait, les prédateurs, et notamment les loups, qui voient l'environnement, qui voient le monde beaucoup plus rapidement. Certains disent qu'un chien qui regarde ou un loup qui regarderait la télé verrait 24 images différentes, mais pas 24. Nous, on voit un film, mais eux, comme ils voient l'environnement d'une manière plus rapide, ils voient des images l'une derrière les autres. Alors, je vous montre que les loups ne sont pas toujours très bons. Là, nous sommes sur l'île d'Elsmer, et vous allez voir une chouette arfan qui attaque un des loups, parce que probablement ils sont proches du nid. Et vous allez voir le loup faire le même comportement que le lynx, mais il sera beaucoup moins bon, parce qu'il n'est pas du tout adapté à ça. Vous voyez ? Il essaye de sauter, mais il a ses pattes qui pendent, il ne voit pas ce qui se passe. Donc il n'a pas cette capacité de tourner les pattes puis d'utiliser les griffes rétractiles, puisque le loup n'a pas de griffes rétractiles. Griffes rétractiles veut dire qu'on peut rentrer les griffes pour les préserver, parce qu'elles doivent rester aiguisées pour pouvoir attraper des proies quand on chasse. Et puis le loup, comme c'est un animal qui creuse des tanières ou qui creuse ou qui gratte, a des griffes qui restent dehors et qui sont beaucoup plus épais. Et puis voilà, la fovea, c'est ce que le tapetum lucidum, pardon, c'est ces cellules qui tapissent derrière l'œil et qui vont réfléchir. Je vais vous montrer un exemple. Vous voyez ces yeux qui sont réfléchis. Ça, vous le connaissez tous, les chats, les chiens, tout le monde a ça, sauf l'humain. Nous, on n'est pas très bons. Et ça veut dire que les loups ont une capacité de voir la nuit que nous n'avons pas. Et puis, comme je l'ai dit, les loups sont très sensibles au mouvement, très sensibles au mouvement. Et à travers la domestication, la majorité des chiens ont gardé cette sensibilité au mouvement.
C'est pour ça que quand vous êtes en montagne, puis qu'il y a des chiens de protection, puis que vous faites du VTT de descente, puis qu'on vous dit qu'il faut vous arrêter à côté des troupeaux, il faut s'arrêter à côté des troupeaux, parce que sinon le chien il voit un truc qui passe, ça peut déclencher un comportement de poursuite, et puis le chien vous court après. On a chronométré des chiens à 45 km/h en montagne, donc si vous faites plus de 45 km/h dans la descente, vous pouvez essayer de passer. Mais l'idée, c'est d'apprendre aux gens à respecter aussi comment fonctionnent les chiens, et puis de s'arrêter, se signaler, parce qu'ils n'ont pas la même vision que nous. Et ça va beaucoup plus loin, puisque un humain qui verrait un objet net à 23 mètres, les canidés, notamment chiens et loups, doivent s'approcher jusqu'à 6 mètres pour le voir net. Il y a beaucoup de chiens, quand vous êtes à 23, 30 mètres, ne vous reconnaissent pas. Et quand je travaillais avec les chiens de protection, par exemple en montagne, les chiens qui me connaissaient, j'arrivais, les chiens m'aboyaient, puis à un moment je disais « Allez, Léon, c'est moi ». Puis « Ah, c'est Jean-Marc ». Puis après, il branlait de la queue. Mais il ne vous voit pas forcément. Donc le chien doit s'approcher de vous. Donc si un jour il y a un loup qui s'approche de vous, c'est qu'il vient voir qui vous êtes, pas pour vous bouffer. Les loups sont très curieux. Alors j'ouvre juste une parenthèse, c'est un animal qui est curieux, et dans tous les pays européens, on a de temps en temps des loups qui suivent, qui viennent voir un peu ce qui se passe. Et je vous expliquerai tout à l'heure, si je n'oublie pas, pourquoi. Le loup a une très bonne olfaction aussi. Il perçoit son environnement complètement différent de nous. Et il a une particularité, c'est des cornets nasaux qu'il a dans son museau qui, au cours de l'évolution, s'est agrandi. Et ces cornets nasaux, bien sûr, augmentent les cellules réceptrices de l'odorat. Donc vous imaginez notre nez et un museau de loup, c'est très différent. Mais ça permet aussi de réchauffer ou de refroidir l'air inhalé. Donc un loup qui vit en Arabie Saoudite, dans le désert, il est adapté à ce type d'environnement parce que quand il va exhaler, on dit exhaler, sortir l'air, il va garder une partie de l'humidité grâce en fait, à ses cornets nasaux, mais il peut aussi réchauffer quand il est dans des milieux très froids comme l'île d'Ellesmere. Et le truc qui est intéressant dans l'évolution, c'est que ça lui permet de refroidir son cerveau. Et ça vous donne une autre information sur le loup. C'est simplement un loup qui court après des proies. On a vu le lynx qui est un chasseur à l'affût, qui essaie de guetter sa proie, il va se précipiter dessus, utiliser ses griffes rétractiles pour essayer de ralentir la proie et puis lui faire une morsure de mise à mort. Le loup, par son museau allongé, ses dents et puis surtout ses cornets olfactifs, vous montre que c'est plutôt un animal de poursuite qui va poursuivre sa proie sur une certaine distance. Il peut aussi chasser à l'affût, bien entendu, mais il est quand même bien adapté. Ici, vous aurez une image pour vous montrer le milieu sensoriel des loups. Quand ils se baladent, ils ont plein d'odeurs. C'est toujours, ici, vous avez peut-être reconnu Boucle d'Or ou F19. Et puis ici, c'est M95, Gros Pépère. Bon, je fais le malin, parce qu'on a vu les vidéos plein de fois aussi. Voilà. Et vous allez voir la femelle qui va marquer. En fait, ces marquages vont rester plusieurs jours, ou même semaines, sur le terrain. Et vous allez voir ici Gros Pépère qui va pisser. Alors là, il est très convaincu. Là, vous allez voir qu'il pisse bien, pour bien marquer le territoire. Et ça, quand ils font du grattage comme ça, c'est vraiment des marquages de territoire, sur ce qu'on appelle, nous, des bornes de marquage. Et ces bornes de marquage peuvent être reconnues par les chiens. Et parfois, certains chiens vont aller sur une borne de marquage et puis ils ne vont pas pisser. Ils disent hop, parce que dans l'urine des loups, il y a plein d'informations. Et il y a des informations sur le statut social du loup. C'est savoir qui est qui. Et quand ils défèquent, parce qu'ils marquent aussi avec des crottes, on a aussi parfois une sorte d'enduit qui vient des sacs à dos, qui permet de savoir est-ce que c'est le patron ou pas. Ça vous donne des informations. Donc, j'avais une chienne border collie. Elle était assez dominante. Je mets ce mot entre guillemets, dominante, mais elle allait marquer partout. Mais sur certains types de marquages, je la voyais, elle passait à côté, elle ne marquait pas, elle ne pissait pas, elle ne faisait rien, quoi. Et je pense qu'il y a toutes ces informations-là que nous, malheureusement, nous n'avons pas. Et là, j'ai pris des informations d'Evelyne Terroni, qui est une comportementaliste éthologue qui habite ici à Montrichet. Il y a comme certains chiens qui sont capables de reconnaître des empreintes digitales jusqu'à 6 semaines. Donc, vous prenez un verre, vous prenez le verre dans la main, vous le posez, vous mettez une cloche dessus. 6 semaines après, il y a des chiens qui sont capables de dire « c'est vous qui avez mis l'empreinte là-dessus ». Et il y a des chiens qui sont capables, et des loups, à contrevent, de repérer des terriers, là c'est du phoque, à 1500 mètres.
On a des loups qui sont capables de suivre des traces d'élan à 200 mètres de la trace, si le vent est dans le bon sens. Donc ça vous montre aussi que les loups sont dans un environnement olfactif que nous n'arrivons pas à percevoir. Il y a tellement d'odeurs que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et juste pour vous montrer la capacité des tests qui ont été faits chez les chiens, donc la capacité, vous voyez que un chien plutôt, peut détecter une goutte d'acide acétique ou de vinaigre dans 50 litres d'eau. Et puis peut détecter en fait une goutte d'acide sulfurique dans 500 litres d'eau. Et vous connaissez tous que certains chiens peuvent aussi détecter des crises d'épilepsie, détecter maintenant des cancers. Donc ça vous montre tout le potentiel de cet univers olfactif que nous ne connaissons pas. Alors, pendant la chasse, et pendant que les loups se baladent, eh ben, ils détectent en fait aussi des cellules épithéliales. Parce que quand vous vous baladez, ou que les animaux se baladent, ils perdent des cellules de la peau. Et en fait, ces cellules de la peau donnent des informations. Ça se dépose sur des buissons, ça se dépose sur la terre, et ça se dépose un peu partout. Ça peut rester dans l'air. Donc des fois, on a des loups qui passent, ils peuvent savoir qu'il y a un animal qui est passé parce qu'on a certaines cellules olfactives qui vont rester dans l'air, donc les cellules épithéliales. Et puis toutes ces informations-là donnent en fait des indications sur quand l'animal est passé, à quel moment il est passé. Et puis quand vous suivez un animal, vous avez aussi des cônes d'olfaction en fait. Simplement quand vous vous rapprochez, on a une concentration de cellules qui va faire comme un cône. Et puis là, vous savez si vous vous dirigez vers l'animal ou si vous êtes faux. Et on a des chiens de protection, quand les loups sortent d'un troupeau, ça crée un cône et puis ils zigzaguent comme ceci pour essayer de trouver la pointe du cône et puis trouver le loup au bout de la pointe du cône. Et là, vous avez une poursuite, parce que vous avez vu, je la remets peut-être. Là, vous avez une poursuite d'un loup sur une biche. Et c'est là cette capacité que les loups ont de refroidir le cerveau, mais aussi de capable, dans la nuit, de suivre, même à une certaine distance, de savoir où sont passés les loups. Je vous engage à faire la même chose, à courir comme ça dans la nuit, puis essayer on est complètement paumé. Comment, en fait, un loup, le dernier, comment il est capable de savoir où le premier loup est passé et savoir comment la biche est passée? On est en forêt, on est dans un paysage, c'est un truc de fou, comme vous pensez. Ça nous paraît simple, mais quand vous imaginez le loup faire ça, c'est un truc de fou quand même. Non, non, pas. Faites-moi plaisir. Et les loups, ils entendent aussi comme nous. Et il y a une particularité, c'est qu'ils ont en fait, les canidés ont été un des premiers mammifères à avoir l'apparition de bulles auditives ou de bulles tympaniques, en fait, qui protègent l'oreille interne et l'oreille moyenne. Déjà des chocs, c'est-à-dire quand vous mangez, en fait, vous avez votre oreille qui est protégée, donc pour entendre un peu ce qui se passe, mais plus votre bulle tympanique est grande, meilleure est l'audition. Et dans le désert, par exemple, vous devez avoir une très bonne audition, parce qu'il y a très peu d'humidité, donc les sons sont moins bien portés. On a des canidés ou des mammifères qui ont des bulles beaucoup plus grandes. Et à travers la domestication, les bulles tympaniques ont diminué chez le chien. Donc le chien, normalement, a une moins bonne audition que son ancêtre. Alors, vous imaginez maintenant des loups qui vivent dans un paysage dominé par les humains. On va se balader avec les parfums, avec une crème solaire. Et comme tout le monde, comme tout animal, on dépose aussi des cheveux qui tombent, il y a des cellules épithéliales qui tombent. Et tout ça donne plein d'informations. Le loup est baigné dans ces odeurs humaines depuis toujours. Vous allez au marché rue, ils ont toujours connu ça. Ils connaissent les humains, c'est quelque chose que... Voilà. Et puis en plus... ils apprennent aussi. Et comme ils sont nés dans un milieu dominé par les humains, pour eux, de voir un chalet d'alpage, de voir un village, de voir une route, de voir des champignonneurs, des VTT, c'est quelque chose qui est normal, parce qu'ils sont habitués à ça. Et souvent, cet été, on a eu, pour les éleveurs qui font de la traite le matin, souvent à 4 heures, ils raperchent les bêtes et puis ils mettent la génératrice en place pour la salle de traite. Ils sont surpris en me disant, mais il y avait la génératrice, les loups n'ont pas peur, mais ils ont toujours entendu une génératrice. Puis eux, ça fait partie de leur environnement. C'est un phénomène qu'on appelle l'habituation. Ça veut dire que les loups, tant qu'il n'y a pas un danger, s'habituent. C'est-à-dire que la première fois, ils auront un peu peur, puis après, il n'y a pas de réaction dangereuse pour eux, ils s'habituent. Et les loups s'habituent à tout. Ils peuvent s'habituer à l'humain à proximité des troupeaux, par exemple. Voilà. Ce n'est pas dire qu'ils sont dangereux, qu'ils vont vous bouffer ou quoi que ce soit. C'est simplement que le loup vit dans un environnement où il y a des humains partout.
On n'est pas au Canada où vous avez des humains ou des troupeaux d'un côté et puis les loups de l'autre. Ici, chacun cohabite. C'est pour ça que j'utilise le terme cohabiter. On peut être d'accord ou pas avec ça, mais on est sur le même territoire. Et les loups croisent des humains, qu'on le veuille ou non, tout le temps. On a des images où vous avez sur le piège. Je ne l'ai pas mis là. Je voulais mettre une belle image, mais il y a une telle polémique sur les pièges vidéo actuellement qu'on ne doit plus mettre d'humains. Donc je ne les ai pas mis, mais on a un loup le matin qui arrive sur un chemin puis qui rebrousse poil, qui rebrousse chemin, pardon. Parce qu'il y a un humain qui arrive, puis il a peur de l'humain, puis il repart. Un autre phénomène, là je vous ai parlé de l'Umwelt, puis là je voulais parler du phénotype étendu. Donc quand je vous en parlais, vous me dire oui, bien sûr, c'est normal. Mais ce qui est intéressant, c'est que le phénotype, en fait, c'est l'expression des gènes et qui vous donne un aspect, les longs cheveux, la couleur des yeux, la forme du visage, etc. Mais Dawkins a commencé à penser mais en fait, que ce phénotype était aussi l'expression de comportements. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a des comportements qui sont génétiquement préinscrits. Et on le voit bien, alors on le voit bien ici, c'est les fameux nids chez les tisserins où on peut avoir des nids extraordinaires. Vous imaginez bien que ces oiseaux-là n'ont pas pu apprendre à faire ce type de nid. Le mâle et la femelle, quand ils commencent à faire le nid, il n'y a personne, il n'y a pas papa, maman qui ont leur appris. Et en fait, Richard Dawkins s'est basé sur Tim Bergen, qui est un des pionniers en fait, de l'éthologie. Moi, c'est un peu mon mentor, c'est quelqu'un que j'adore parce qu'il a découvert des choses que j'utilise aussi dans mon métier aujourd'hui. Et puis la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que chez le loup, on va trouver ce type de comportement, de phénotype en fait, étendu? Est-ce que ça existe? Et puis je voulais vous dire oui, avec les patrons moteurs. Et je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Mais d'abord, je vais passer par Tim Bergen. Tim Bergen a la particularité d'avoir découvert des déclencheurs. C'est le premier à avoir travaillé ici avec l'épinoche. Il travaillait sur la parade nuptiale. Vous savez que chez l'épinoche, il y a une particularité, c'est le mâle qui fait les nids. Il fait un nid, puis après il essaye par la parade nuptiale d'attirer la femelle. Et pendant cette période de parade nuptiale, il a le ventre qui est très très rouge en fait. Et un jour, il travaille des aquariums qui étaient derrière une vitre, et les mâles devenaient tout excités quand les pompiers passaient, un véhicule rouge. Puis il disait, c'est un peu bizarre ça. Puis tout d'un coup, ça y a fait tilt, puis il s'est dit, mais est-ce que c'est le rouge qui déclenche ça, la couleur rouge? Et il a créé en fait des sortes de faux épinoches comme ceci, avec un petit bâton, et puis il les mettait dans l'aquarium, et puis l'épinoche devenait dingue. Qu'essaye cette forme-là, tant qu'il y avait du rouge, l'épinoche mâle attaquait en fait la forme. Puis là, il a découvert que le rouge était un déclencheur. La même chose chez les goélands. Vous avez vu les goélands, souvent, la plupart des goélands, ou les mouettes, mais les goélands ont un bec jaune avec un point rouge. Et le petit va tapoter sur ce point rouge pour que la mère régurgite de la nourriture. Et puis il s'est dit, en fait, c'est quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui fait que l'animal va tapoter? Donc il s'est dit, je vais prendre un modèle standard, ce qui donne le 100%, c'est son 100%. Puis après il s'est dit, je ne mets pas de bec, donc on est moins bon. Puis il a dit, je mets juste un bec, vous voyez qu'on est quasi autant bon que si vous mettez une vraie tête. Et puis il s'est dit, peut-être c'est le contraste qui fait. Donc il a pris un crayon, et puis il a créé des contrastes entre rouge, ça peut être, le milieu c'est presque encore noir et blanc. En fait, le contraste, et puis là, l'oisillon, il tape beaucoup plus que chez sa mère, que le naturel. Donc c'est là qu'il a montré que c'est un phénomène biologique qui est un déclencheur, en fait, et puis on arrive à déclencher des comportements chez des animaux sans avoir le principe naturel. Vous avez compris quelque chose? Ah bon, vous êtes bien brave. Voilà. Alors, si on prend maintenant les loups, en fait, ce qu'on a découvert depuis quelque temps, mais ça c'est Ray Coppinger, un Américain qui parlait de ça, c'est qu'on a des patrons moteurs. Un patron moteur, c'est un comportement qui est hérité génétiquement, mais qui peut se perfectionner. Et en fait, je vous montre tout de suite ça c'est un coyote sur ici une brebis. Ce comportement d'orientation, ceux qui travaillent avec des border collies, on le voit, ils sont comme ceci, ils vont s'approcher à l'affût, ils vont courir, ça c'est hérité génétiquement. La poursuite, c'est aussi génétique. Et puis la mise à mort, en fait, ici, sur une brebis, c'est hérité aussi génétiquement.
On le voit sur des concours, c'est un concours aux États-Unis avec un border collie. Ben, vous avez ce même comportement ici de l'œil, de l'orientation, de l'affût, la poursuite et la mise à mort. Et ça, si vous travaillez avec des chiots ou avec des louveteaux, c'est quelque chose que vous allez avoir qui va apparaître très tôt. Et les louveteaux, mais n'importe quel chien, je prends n'importe quel chien, si vous le mettez avec de la paille ou n'importe quoi, je pense que vous avez déjà vu, il y a des chiens qui prennent un coussin ou une peluche puis qui secouent comme ça. Ça apparaît très tôt. Ça, c'est un patron moteur, c'est pour casser la nuque, c'est un comportement de tuer. Mordiller les oreilles, mordiller ici derrière, morsure de préhension, mordillement ici, morsure de mise à mort. Et les chiens de protection, quand ils se battent, ils se mordent aussi ici. Donc ça, c'est tous des comportements de patron moteur. Je vais vite boire un coup parce que... Alors, si je regarde, si j'utilise ces patrons moteurs, ce qu'ont fait les personnes qui font de l'élevage de chiens, mais c'est surtout les éleveurs et les bergers qui ont d'abord fait ça, ils se sont dit, bon, on peut accentuer grâce à la sélection, et puis je peux prendre des chiens de berger qui auront une orientation vers la proie, entre guillemets, qui est beaucoup plus prononcée que chez le type sauvage, qui est le loup. Et un border collie, par exemple, pour ceux qui connaissent, ce que vous avez vu tout à l'heure, il a cette position assez typique qui est beaucoup plus prononcée que chez le loup. Et puis, on peut aussi travailler avec des bouviers, par exemple, qui n'auront pas du tout l'approche à l'affût. Et puis, on a des chiens de protection qui, normalement, n'ont rien d'hypertrophié. C'est pour ça que vous pouvez laisser un chien de protection, ces grands chiens qui protègent les brebis, vous pouvez le laisser avec des brebis. Vous imaginez que vous mettez un loup ou vous mettez un chien de berger, automatiquement, le chien il va commencer à travailler, il va fixer, il va commencer à courir à travers vos brebis, donc il va toujours avoir un contrôle. Que si vous mettez un chien de protection, il n'a pas ces comportements-là. En règle générale, un chien de protection, quand vous lancez une balle, qui est un fort stimulus pour aller chercher, le chien de protection, vous regardez la balle, il n'y en a rien à faire. Vous faites ça un border collie, pour y aller un moment. Essayez de mettre des canards, des coureurs devant un border collie, et ils travaillent toute la journée, quoi. Donc, grâce à ça, on a pu créer différents types de chiens, et notamment toutes les races de chiens de chasse, comme les retrievers, par exemple, où on peut avoir que cette position-là d'affût, par exemple, et la morsure de préhension pour ramener la proie, par exemple, mais je ne veux pas de morsure de mise à mort, de morsure de mise à mort ou de consommation. Et ici, vous avez deux louveteaux qui jouent, et si vous regardez, on commence à avoir déjà des comportements. Voilà, vous avez morsure sur le cou, poursuite. Ça, c'est tous des patrons moteurs qui sont apparus, et les louveteaux, en jouant, vont apprendre à mettre en place, en fait, tous ces patrons moteurs. Voilà, sur la nuque. Ça, c'est assez typique, hein, les oreilles, etc. Et alors, on appelle ça l'hyperchronie, je crois. C'est que chez les loups, on a certains comportements qui apparaissent avant la plupart des races de chiens. Et typiquement, les morsures de préhension apparaissent très, très, très vite, à partir de 3 semaines. On voit déjà les animaux qui se chamaillent et puis commencent à se tirer. On a aussi l'affût, la poursuite. Et puis, chez la plupart des races de chiens, ça vient beaucoup plus tard. Et en fait, ce qui est intéressant, ça, je tire cette image de Jason Badridze, qui est un collègue géorgien qui a vécu avec des meutes de loups, et c'est ce qu'il a observé, c'est qu'il disait, chez les chiens ou les loups, les zones de morsure pendant les jeux, en fait, correspondent à des zones de morsure pendant la prédation. Et vous avez vu sur les oreilles, on a des proies qui sont mordues aux oreilles. Sur le cou, les zones de mise à mort. Sur le ventre, ça peut être aussi de la mise à mort. Derrière, ici, morsure ici de préhension. Et là, on a perdu une genisse de 400 kg qui a été mordue justement à cet endroit-là. Elle est tellement blessée parce qu'une partie de l'anus a été arrachée qu'elle n'a pas pu être récupérée. Et vous comprenez que quand vous avez ça, que vous découvrez ça, c'est horrible. Mais n'empêche que ça vient en fait de ces comportements-là qui sont en fait des patrons moteurs à l'origine. Et puis qui, sur une proie sauvage, on veut la tuer, mais sur une proie domestique, c'est toujours problématique. Et vous voyez ici une morsure de jeu en fait en 2 loups qui devient une morsure de mise à mort chez une brebis. Alors ici vous avez la tête ici, puis on a la morsure de mise à mort ici.
Et la particularité, c'est que chez les loups, comme chez les félidés, ils ont une dentition qui est adaptée à leur mode de chasse, mais le loup, en fait, a gardé une version primitive en fait, du prédateur, c'est qu'il a conservé la majorité de ses dents, qui fait une mâchoire très longue, très profonde, contrairement ici au félidé qui a perdu un certain nombre de dents. Et le félidé a cette particularité, c'est que quand il mord, en fait, il va mordre c'est comme un étau, comme une tenaille. Il a quelque chose de très fort. Et le félidé que vous voyez ici, c'est une panthère. Il a une particularité, c'est que le cou restait assez court, parce que c'est un animal qui chasse à l'affût, qui ne chasse pas forcément à l'odeur. Donc si vous ne chassez pas à l'odeur, vous pouvez garder la tête en haut. Si vous gardez la tête en haut, vous avez une musculature qui est courte, mais qui est beaucoup plus forte. Et puis vous avez une particularité, c'est que les canines, chez le lynx notamment, ont une section qui est plutôt ronde. Et pourquoi? Parce que quand vous mordez une proie, quand le lynx mord une proie, l'animal secoue dans tous les sens. Donc il faut que les tractions sur la canine soient identiques. La force doit être identique. Le loup, une autre particularité, c'est que lui, il court parce qu'il n'a pas les griffes pour ralentir la proie. La seule chose qu'il a pour ralentir une proie, c'est les dents, c'est ses canines. Et les canines sont ovales, ce qui fait que ça tient mieux pour une traction. Je veux dire, dans les chasses, il y a des loups qui ont les canines qui sont cassées parce que la traction est très forte. Mais vous voyez que, en fait, quand un loup chasse, il n'a que ses dents pour chasser, pour tuer. Ça veut dire quoi? C'est que dans l'évolution, en fait, cet animal-là crée des blessures, en fait. On ne peut pas faire autrement. Et c'est pour ça que sur les brebis ou sur les bovins, on trouve beaucoup de blessures. Voilà, ce type d'instrument ici, de canine, est fait pour infliger des blessures. Alors sur les petites proies, il peut faire des mises à mort tout de suite. Sur des grandes proies, c'est plus complexe. Et vous voyez ce type de morsure de préhension, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, sur des grandes proies comme ceci, ils vont essayer de mordre pour ralentir la proie ou la maintenir. Puis en fait, les canines peuvent glisser sur la peau, ce qui donne ce type de blessure ici. Ou parfois essayer de faire des prises de maintien ici, comme sur les oreilles. Alors les renards le font aussi, mais les renards le font, ils mangent plutôt que là, c'est vraiment une morsure pour essayer de maintenir la proie, pour essayer de la tuer. Et puis on a aussi des morsures ici de mise à mort avec les canines qui glissent en fait sur la gorge. Alors ça c'est aussi la réalité du loup. Je vous montre un peu des images un peu pas très sympas, mais c'est aussi cette réalité-là. Et en fait, comme les loups ont une mâchoire très profonde, c'est utilisé pour transporter de la nourriture. Et pourquoi je transporte de la nourriture? C'est pour aller nourrir les louveteaux. Les louveteaux naissent dans une tanière, ils vont être élevés sur un site de rendez-vous, c'est l'endroit où les louveteaux vont attendre les parents qui sont partis à la chasse. Et vous comprenez que pour les loups, ils ne peuvent pas prendre les louveteaux là où ils ont tué une proie, donc ils vont prendre des bouts de proie pour les amener aux louveteaux, comme un nid d'oiseaux. Les parents partent puis vont chercher de la nourriture pour nourrir les petits. Et vous voyez ici un exemple, par exemple, c'est une des louves. Elle a un fond carrément de cerf dans la gueule et elle va le transporter sur des kilomètres. Et la particularité en fait des loups, c'est que comme c'est des animaux qui explorent leur environnement, surtout avec leur nez, pour explorer l'environnement avec le nez, vous devez amener le nez au sol. Pour amener le nez au sol, vous devez allonger la nuque. Puis pour allonger la nuque, vous avez une tête qui est assez dure. Donc l'évolution a mis ce qu'on appelle un ligament nucal, comme chez les brebis, comme chez tous les ongulés, comme chez l'humain, pour tenir la tête. Mais vous avez aussi un cou qui est plus long, donc moins puissant. Donc la morsure du loup est moins puissante que celle d'un félidé qui a en fait un cou beaucoup plus court. Et ça, c'est ce qui explique en fait les modes de chasse. Et puis pour terminer, je voulais parler de théorie de l'esprit. C'est quelque chose que j'ai découvert en préparant la conférence et moi qui m'intéresse beaucoup. C'est que l'idée, c'était des scientifiques, des éthologues qui ont essayé de travailler sur le chimpanzé pour essayer de voir si un chimpanzé pouvait observer un état mental d'un autre animal ou voir si l'animal était motivé. Quelque chose qu'on ne peut pas décrire scientifiquement, c'est quelque chose un ressenti en fait. Donc ils ont fait ça. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que dans notre travail, on a essayé de comprendre comment les loups fonctionnaient et essayer de prédire comment les loups allaient se comporter un soir. Donc vous imaginez des loups qui sortent du site de rendez-vous. Et dans certains cas, on pouvait dire ce loup-là, il est des prédateurs. Cette nuit-là, il va attaquer le troupeau. Et cette nuit-là, il va attaquer du gibier. Et on avait ce truc-là, on appelait ça des modes d'évolution.
Et tout d'un coup, dans la littérature, je trouve que certains collègues avaient déjà fait ça bien avant nous. Alors vous voyez qu'on arrive un peu dans la limite entre la science et dans autre chose. La prédiction, ce n'est pas toujours très scientifique, mais on va essayer de mettre ça en place. Et ça, c'était le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà ce qu'on avait développé, les modes d'évolution, prédateurs, déprédateurs. Et ça, c'est important. La question qu'on se pose ici, c'est de dire, est-ce que le soir, quand les loups sortent et puis vont chasser, est-ce qu'en fait, ils ont déjà l'intention, est-ce qu'ils ont déjà un état mental pour dire, on va aller chasser en fait du bétail ou des moutons, ou est-ce que simplement ils partent chasser et puis c'est dans l'évolution de la nuit qui d'un coup ils disent bah tiens j'ai une opportunité puis je suis opportuniste. Et ça c'est une question fondamentale pour comprendre en fait ce qui se passe. Pourquoi tout d'un coup on a des loups qui dans leur environnement décident de faire 20 km pour aller chasser tout d'un coup un jeune bétail alors qu'il y a des cerfs à proximité, qu'il y a des troupeaux à proximité. Et pour ça on ne le comprend pas. Et si je suis capable de commencer à travailler là-dessus en me disant bah tiens ce soir-là le loup il est plutôt charognard, il est plutôt au repos, ben peut-être qu'on peut commencer à faire de la prédiction. Donc ça, c'est un souhait. On n'y arrive pas encore, bien entendu. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Mais voilà. Et puis pour terminer ma conférence, je voulais un petit peu vous amener à travers cette idée de sortir en fait des croyances. Qu'on le veuille ou non, on a tous un imaginaire du loup. Et puis je pense que l'idée, c'est vraiment d'aller voir l'invisible, c'est acquérir en fait de la connaissance pour comprendre comment fonctionne, pas le loup, mais les loups. Et puis j'ai essayé d'y aller par une première manière de faire, qui est l'Umwelt, c'est-à-dire comment un loup perçoit son environnement. Donc j'essaie de vous amener comment il perçoit les couleurs, comment il peut percevoir le mouvement, etc. Et puis de me dire, est-ce qu'il n'existe pas des comportements qui sont hérités génétiquement, ce qui explique aussi les comportements de prédateurs, ça c'était le phénotype étendu. Et puis la théorie de l'esprit, ce serait d'aller plus loin, c'est de dire, est-ce qu'avec tout ça, je serais capable aujourd'hui de commencer à prédire des comportements, et puis de là peut-être avertir les éleveurs ou essayer de faire de la protection qui serait adaptée à ça. Et ça, c'est un peu un souhait. Hein, et on va dans quelque chose qui n'a jamais été fait à ma connaissance, mais peut-être que ça peut fonctionner. Voilà. Mais si on veut y arriver, c'est d'essayer de comprendre déjà comment le loup perçoit son environnement. Ce que j'essaie de vous montrer aussi, c'est que je vous ai montré des images qui sont assez dures. En fait, le loup, c'est un prédateur, c'est tout. Il a coévolué avec des proies en tant que prédateur. Et quand il inflige ou quand il tue des proies, quand c'est nos bêtes, c'est un gros problème, bien entendu. Mais à quelque part, ce n'est pas de sa faute. Donc la question, est-ce qu'il a sa place ou il n'a pas sa place, on ne va pas en débattre maintenant. Mais ça vous montre que voilà, le loup a coévolué comme ça et qu'il a ce qu'il a, et puis qu'il va aujourd'hui coloniser encore le reste de la Suisse probablement et l'Europe, et qu'il est là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? J'essaye par là de trouver des solutions. Alors, j'ai utilisé le terme cohabiter parce que je pense qu'on n'a pas trop le choix, mais ça, on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, le loup est là, puis il faut essayer de trouver un moyen de pouvoir vivre. Et quand je parle du loup, en fait, pour moi, c'est qu'une partie de toute la globalité, parce que pour moi, le loup est un révélateur d'un monde qui change, parce qu'on l'a bien entendu et bien vu cet été avec la sécheresse, avec le manque d'eau, le manque de fourrage. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ce monde-là qui est en train de changer. Et pour moi, je me disais, si on arrive peut-être à cohabiter avec le loup, si on arrive à trouver des solutions, si on arrive à pouvoir vivre avec un animal qui est aussi polémique, qui a des croyances qui génèrent autant de peur et de colère et d'admiration tout à la fois, je me dis que peut-être on aura une chance de sauver la biodiversité, parce qu'en fait, la biodiversité se casse la gueule. On a malheureusement des écosystèmes qui se cassent aussi la gueule, le changement climatique. Donc moi, ça me donne un immense espoir dans le métier que je fais, de me dire, je fais ma petite contribution pour aller plus loin. Et là, vous avez une image d'un coq-fou. Et puis ce coq-fou, moi, ça m'a fait mal. La première fois, ce qui m'a attaqué, il a sauté sur ma voiture. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre monde pour avoir ce type d'image-là? Donc moi, j'ai bon espoir, sincèrement, qu'on ira vers le mieux. Mais pour aller vers le mieux, il faut de la science, il faut qu'on mette des mots, il faut qu'on comprenne ce qui se passe, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on travaille ensemble sur tous les milieux. Et je pense qu'il n'y a que cette manière-là qui fera qu'on pourra aller de l'avant, qu'on pourra continuer. Et moi, sincèrement, j'ai beaucoup d'espoir. C'est mon côté
Je ne veux pas dire que je suis pessimiste, mais je pense qu'on va y arriver. Mais c'est vrai que les gens qui sont sur le terrain, pour eux, c'est aussi difficile. Donc c'est aussi à nous, citoyens, aussi de comprendre et de trouver des solutions et que chacun y mette sa part de responsabilité. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis je suis prêt à répondre à vos questions. On m'a dit 20 heures. C'est pas mal, hein? Je crois que c'est la première fois que je tiens. Non, je crois qu'il y a des micros qui vont passer dans la salle. Si... Merci beaucoup Jean-Marc. J'aurais une petite question. Alors, je ne veux pas trop te torturer sur la théorie de l'esprit, mais j'aimerais juste quand même revenir quand tu parlais de la question des modes d'évolution qui sont présents sur ton schéma, puis qui semblent effectivement, ils semblent être des moyens intéressants de pouvoir, tu le dis, mais que ce n'est pas encore forcément possible, prédire quelque chose, mais que voilà, on arrive d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas d'où ça vient, certainement des nombreuses heures passées à les observer, tout d'un coup à se dire, tiens, ça, là, ce soir, ça va péter, peut-être. Pourquoi avoir un besoin, enfin tu te dis, yes, youpi, la théorie de l'esprit va pouvoir m'aider. Parce que tu te dis que l'expérience ne suffira pas à objectiver ces sentiments-là et qu'il faudra justement d'une manière ou d'une autre pouvoir l'expliquer autrement. Ouais. Ta question est intéressante. Je pense que la science peut beaucoup de choses, mais à un moment donné, tu arrives à une frontière qui fait qu'à un moment donné, la science ne peut plus rien faire pour toi, quelque part, et puis qu'il faut aller ailleurs, quoi. Les scientifiques n'aiment pas du tout ça, hein. Et moi, je suis toujours un peu en bagarre avec certains scientifiques qui, eux, viennent avec des trucs hyper carrés, avec des méthodologies hyper carrées, puis à force d'être sur le terrain, à force d'être là, et à un moment donné, tu sens les choses plus avec ça, mais avec ça, avec le ventre, si tu veux. Tu as quelque chose de plus profond. Et donc, j'essaye d'amener des mots de science, si tu veux, pour expliquer quelque chose qui est beaucoup plus profond. Mais il y a des bergers dans le sud de la France qui, quand ils te parlent de loup, ils te parlent avec ça, avec une expérience, avec un ressenti où je ne peux pas mettre de mots. Et si je les amène dans un colloque scientifique, tout le monde va se foutre le gueule et dire que c'est des conneries. Mais simplement, eux, ils vivent tout le temps avec le loup, puis ils doivent se démerder avec le loup. Puis s'ils se trompent, ils ont des brebis par terre. Et ils ne se trompent pas. Donc il y a bien autre chose. Voilà. Et la théorie de l'esprit, quand j'ai découvert ça, je me disais, ça c'est le truc qui va m'amener vers autre chose avec un terme scientifique, si on veut. Mais je pense qu'il faut aller ailleurs maintenant. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Et en tant que scientifique, moi, je navigue un peu dans ces deux mondes. Alors, je vous en parle à vous. C'est vrai, quand je suis dans un colloque comme ça, il ne faut surtout pas... J'ai encore une réunion là qui me dit « Ah non, je dis non, c'est des conneries. » quoi. Et on a une grosse frustration avec mon collègue Jean-Luc Borelli, avec qui on a travaillé à Canovis, parce qu'on n'arrive pas à faire passer certains messages. Avec un berger, ça passe. On a le même langage. Je discutais avec un éleveur dans le sud, ça passe, on a le même langage. J'ai un scientifique qui arrive, ça ne passe plus parce qu'il n'a plus le même langage. Parce que lui, il est sur une méthodologie, il est sur de la science, sur une publication, il a un cadre et il m'enferme dans ce cadre. Et moi, j'ai besoin d'explorer à l'extérieur du cadre. Et pour explorer à l'extérieur du cadre, je dois trouver des mots pour pouvoir après publier, puis faire un peu déchirer ce cadre. C'est un peu ça ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que je suis toujours intéressé par l'expérience de chacun. Parce que moi, en tant que scientifique, j'ai des œillères aussi. Je vois le monde comme un universitaire. J'essaye d'ouvrir mes œillères, d'ouvrir mon cadre. Et je suis toujours intéressé. J'adore les questions parce qu'il y a toujours quelque chose qui m'est apporté, quelque chose que je ne connaissais pas, des réflexions grâce à ça, grâce aux gens de terrain. Voilà. Je ne sais pas si je répondais à ta question. Mais... Tout à fait. Merci. Peut-être micro... Ah, toi, tu voulais... Pardon, vas-y. Ouais, vas-y. Désolée, j'ai le micro, j'en profite. Je me disais, donc Jean-Marc, ce serait... merci d'abord pour... c'était tout à fait passionnant. J'ai retrouvé d'ailleurs des choses
des choses qu'on trouve dans London, dans Jack London, on en reparlera, mais voilà, il ne délire pas du tout complètement, notamment dans l'individualisation des animaux, les différenciations à l'intérieur d'une meute, etc. Je me disais au tout début, quand tu as montré ces images, que ça pourrait être très drôle et en même temps très didactique de faire un livre avec des images de loups connues ou un peu moins connues, mais en tout cas une imagerie dédiée aux contes, aux romans, etc. Et tu vois, où tu pourrais, je sais pas, faire une page sur ce qui match avec le réel et ce qui matche pas. Pas pour donner une leçon aux imagiers ou aux auteurs, c'est pas ça l'objectif, mais je trouve que ça pourrait être très intéressant pour justement faire une jonction entre les spécialistes de l'imaginaire que sont les auteurs et les autrices, et puis toi qui es un homme de terrain. Oui, alors il faut qu'on le fasse ensemble, ma chère. Et ben voilà. Là, oui, alors moi, si tu es partante, je suis partant. Hein. D'accord, ben on je en pense reparle. que, tu sais, avec les discussions, parce qu'on se connaît un tout petit peu, donc on a eu des discussions... venez à la table ronde demain soir à 17h, c'est ça, ouais. Voilà, donc on a eu quelques discussions très intéressantes, et oui, moi je suis partant, hein, si tu veux faire un truc, là, je pars avec toi, aucun problème. Merci. Oui, bonsoir. Je suis curieuse, comment ça est arrivé en Amérique, par exemple en Floride, qu'il y ait les alligators partout, sur les golfs, dans les cuisines, et ils viennent les chercher puis les remettent dans l'eau. Et comment ça a évolué qu'ils les acceptent? C'est quand même un animal très dangereux. Ouais, c'est une question intéressante. En fait, ce qui nous concerne, c'est qu'on a appris à habiter sans les loups. Et quand vous êtes berger et éleveur, vous êtes en montagne, c'est quand même bien. Parce que vous n'êtes pas emmerdé, excusez-moi du terme, vous n'êtes pas emmerdé par les loups. Et tout d'un coup, on vous dit, il y a des loups qui sont là, ils sont protégés depuis les années 70. Et en fait, les gens qui sont sur le terrain, eux, c'est eux qui ont tous les problèmes. Ce n'est pas vous et moi. Hein. Nous, on est à la maison, je crois 97% de la population qui ne sont pas embêtés pour ça. Vous avez 3% de la population qui... C'est pas facile, c'est pas facile. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a... autant de réticence, parce qu'en fait, on vivait très bien sans eux. Alors, bien sûr, le loup apporte plein de choses à l'écosystème, mais moi, les gens me disent, mais on a vécu jusqu'ici sans eux. Qu'en Floride, en Amérique du Nord, souvent, vous allez en Inde, vous allez dans les Abruzzes, ils ont toujours vécu avec des grands prédateurs. Bien que dans les Abruzzes, il y a certains éleveurs qui ne sont pas trop contents quand les loups ou les ours bouffent leurs bêtes, mais ça fait partie de leur culture générale. Que nous, c'est complètement nouveau. Il faut réapprendre à habiter... Et quand vous avez un troupeau, on travaille beaucoup sur les bovins actuellement, et puis que vous mettez vos jeunes bovins, donc jusqu'à 12 mois, vous les mettez en montagne, on vous dit il faut les protéger. On dit ouais, mais comment on fait pour protéger? Parce que vous êtes en milieu forestier, vous êtes dans des milieux qui sont bien pour les bêtes. Et en fait, vous avez le loup qui arrive là, puis qui vous tue une bête, 2 bêtes, 3 bêtes. Alors on dit oui, mais il y a aussi des pneumonies, il y a d'autres choses, mais il y a la prédation derrière. Et la prédation, c'est ce retour du naturel, de ce retour de quelque chose qu'on a essayé de supprimer. On a supprimé un risque aussi. Quel risque on veut avoir? Donc pour ça, c'est très complexe. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de réticences sur le terrain. La population suisse comme la population française sont tout à fait d'accord des grands prédateurs, mais ce n'est pas eux qui sont en contact de ces grands prédateurs. Donc je pense qu'en Floride, il y a toujours eu des alligators, ça fait partie de l'environnement. Comme quand moi j'étais à Banff ou à Jasper, où il y a les wapitis, il y a les pumas qui descendent, il y a les loups qui descendent, il y a l'ours de temps en temps. Les gens, ils ont l'habitude. Que chez nous, c'est un peu différent, dû à cette disparition. On les a éradiqués quand même. Ça fait plus d'1 siècle qu'on n'avait plus de loups chez nous. Oui, bonjour. Bonjour. Je trouve que votre conférence était tout à fait passionnante. Merci. D'autant plus que j'ai eu moi-même une meute de 15 loups. Et j'aimerais bien que l'on parle un petit peu sur ce mythe que je trouve un peu stupide de l'homme qui a peur du loup, parce qu'en fait, le loup n'attaque très, très rarement l'homme, sauf s'il est par terre ou blessé. Mais sans ça, il n'attaque pas, parce que le loup a peur de l'homme. Et je pense qu'il faudrait quand même en parler pour arrêter cette peur stupide, et surtout qu'on inculque aux enfants en leur disant « Attention, il y a des loups, il ne faut pas aller là ». C'est pas vrai. À mon avis, on peut vivre avec les loups.
Alors la question, voilà. Votre question est fondamentale, c'est la peur du loup. Et on pourrait dire, moi en tant que scientifique, je pourrais dire que c'est une peur irrationnelle, mais quand j'ai des gens qui sont en face de moi qui ont peur du loup, alors j'ai trouvé toutes les argumentations, et souvent je dis, si vous avez un loup, faites une photo, allez jouer après Euromillions. Puis un jour, il y a une dame qui m'a dit, non mais attends, arrêtez de foutre ma gueule, moi j'ai peur des loups. Voilà, comme une sorte de phobie. Et dans la région ici, vous sentez quand même beaucoup de gens qui sont inquiets. On a eu une attaque récemment sur un jeune bovin où la dame s'occupe, elle a 6 petits-enfants, elle disait, moi, j'ose plus les laisser sortir. Et en fait, cette peur du loup, on doit la prendre avec sérieux. Bien sûr, il est peu probable qu'un loup attaque un jour un enfant, un humain. La dernière attaque de loup sur l'humain en Europe occidentale date de 74. C'était un berger qui a essayé de choper des louveteaux dans une tanière, puis il s'est fait mordre par la femelle. Puis, voilà, il y a ce genre de choses. Ouais, logique, mais des attaques de loups sur l'homme, ça existe, comme en Afrique, les hippopotames, qui tuent pas mal de monde aussi, les éléphants. En Amérique du Nord, l'animal le plus dangereux, c'est le wapiti et puis le cerf de Virginie. Donc c'est vrai que les carnivores, d'une manière générale, ne sont pas les animaux les plus dangereux pour l'humain. Il y a le tigre qui tue de temps en temps des humains ou le léopard en Inde, par exemple. Mais je n'ai pas encore trouvé la parade pour expliquer aux gens, pour les rassurer. C'est juste une notion de risque et de savoir quel risque vous allez prendre. Et cet hiver, je fais du ski de temps en temps avec mon fils. Il a 14 ans, il fait du snowboard, on fait un peu du hors-piste. Voilà. Et souvent, cette année, cet hiver, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'accidents sur les pistes de ski. Et c'est vrai que je me suis dit, mais je suis plus inquiet quand je suis sur une piste de ski ou d'envoyer mon fils à Crans-Montana. Moi, je vais à Anzère, je ne vais pas à Crans-Montana, mais Crans-Montana, le matin à 10h, quand vous avez l'ouverture des pistes, d'avoir plein de gens qui descendent, qui ne maîtrisent pas. Là, vous avez plus de risque d'avoir un accident que d'avoir mon fils qui se balade au marché-rue. Mais je n'ai pas encore trouvé comment je peux convaincre les gens de ne pas avoir peur du loup. Parce que le loup, c'est quelque chose, peut-être Anne-Simon pourra nous en parler, quelque chose c'est un archétype qui est très profond en nous, et je ne sais pas d'où vient cet archétype. Vous avez un autre archétype, et moi j'ai été très sensibilisé à ça à un moment donné, c'est les requins. Et quand on a un certain réalisateur qui a fait Les Dents de la Mer, il a travaillé sans le vouloir sur des anciens archétypes, la peur du profond, de ce qu'on ne connaît pas, etc. Et ça a super bien marché, puisqu'on est en train d'éradiquer tous les requins. Il y a 450 espèces de requins. C'est une catastrophe. Et c'est très, très lié au loup. Et en fait, quand vous voyez... Nous, on est dans la nature tout le temps. Moi, quand je croise des loups, de temps en temps, elle leur court après, parce que pour les faire fuir. J'ai une collègue qui travaille avec moi, qui fait 38 kilos. Elle est en pleine nuit. Voilà, elle n'a pas peur. Et je n'ai pas la réponse. Mais c'est vrai que le loup, il est très, 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 très peu probable qu'il s'attaque à quelqu'un. Très peu probable, même si vous êtes par terre, même avec tous les scies que vous pouvez mettre, même quand un hiver rigoureux, etc. En revanche, il peut descendre dans les villages et bouffer des chiens. Alors chez nous, peut-être un peu moins parce qu'il y a de la nourriture, mais en Russie, c'est arrivé. Il y a plein de vidéos qui circulent. Ça peut aussi arriver. Le risque zéro n'existe pas, mais moi j'ai plus de soucis avec le brame du cerf actuellement ou des accidents de la voiture. J'ai même fait rentrer un président de la République dans un parc à loups. Ouais. Alors ça c'est intéressant. Mais il ne s'est pas fait manger. Ouais. Alors attention. Quand vous travaillez avec des loups dans les parcs, c'est pas la même chose. Parce que dans les parcs, il y a des accidents. La formation que j'ai faite aux États-Unis, j'ai été défié par un loup qui m'a sorti du parc. Et je ne faisais pas le malin, parce que le loup, il vous saute dessus comme ça, puis il vous grogne comme ceci. Là, j'ai eu peur. On m'a dit, quand vous rentrez dans le parc, on dit, ouais, Landry, tu connais un peu les loups. C'était en 97. Donc, je pensais que je connaissais tout, mais je ne connaissais rien du tout. Puis on vous met dans un parc à loups, il y avait 8 loups. Et puis, il y a un, c'était un oméga, donc il n'était pas là. Mais quand je suis rentré, il y a 2 loups qui sont arrivés, Apollo et Karine, qui sont arrivés dire bonjour, vous êtes tout contents. Des loups, c'est super. Après, il y en a 5 autres qui sont arrivés. Puis dans les 5 autres, il y avait Miska, qui est un jeune loup, un mâle, qui allait sur ses 3 ans, qui ne connaissait pas bien la place dans la hiérarchie. Et puis on vous dit, un loup, il peut te défier. Puis quand tu sors, on te fait signer un papier comme quoi si tu bouffes, c'est pas de leur faute. Puis on t'explique que quand il te saute dessus, il faut le prendre comme ceci, il faut rester tranquille, parce que sinon tu as d'autres loups qui sont autour, tu vois, ce genre de truc.
Et puis, voilà, j'ai le loup qui me saute dessus comme ceci, et la gueule ici. Il fait quoi? Et alors, je fais ce qu'on m'a dit. Alors, je reste en règle générale, je reste très calme. Alors, je prends mon loup, je le descends comme ceci. Et puis après, normalement, il devait arrêter dans ce qu'ils m'ont dit. Mais là, il n'arrêtait pas, ce con-là. Puis bien sûr, les soigneurs, ils sont à l'autre bout du parc. Voilà, puis moi, je suis là tout seul. Puis j'avais ma compagne de l'époque qui m'avait accompagné, qui était derrière moi. Donc moi, j'étais le mec qui était devant. Et puis, il ressaute comme ceci, puis il vous tape comme ceci. Alors, je reprends 2 fois, 3 fois. Puis après, il va derrière, puis là, il va sur la personne qui était avec moi, il la tire violemment comme ça. Elle perd l'équilibre, donc je la vois un peu paniquer. Après, il vient avec moi, puis il me chope ici. Et je dis « help, help ». Puis, donc là, d'un coup, ils sont accourus, ils sont venus, ils m'ont sorti. Moi, je suis tombé par terre. On m'a expliqué il faudra que tu me réexpliques, parce que je ne me rappelle plus ce que c'était. Mais j'ai presque fait une syncope ou un truc comme ça, parce que la peur est venue après, quoi. Mais, puis j'étais frustré. Landry s'est fait sortir. Peut-être que les loups se sont sentis acculés, non? Non. C'est simplement que c'était une histoire de hiérarchie. Simplement, le loup m'avait testé. Le lendemain, je suis rentré. Après, ils ont dû le sortir parce qu'il a mordu quand même la soigneuse et puis il a mordu un gars qui bossait sur les chiens dangereux. Donc, ils l'ont quand même évacué. Voilà. Donc, en captivité, les loups sont toujours plus dangereux. En nature, les loups ont peur de l'homme d'une manière générale. Je vous en prie. Comment on reconnaît les mâles et les femelles? Ah, ça, c'est une très bonne question. Comment on reconnaît les mâles des femelles? Alors ça, c'est un peu complexe. Il y a plusieurs manières de le faire. La première manière, c'est peut-être tu as vu le mâle. On fera un exercice après, si ça t'intéresse. Il lève la patte comme ceci pour pisser, en règle générale. Mais il y a des mâles aussi qui se mettent comme ceci quand ils sont bas dans la hiérarchie, qui pissent à 4 pattes, puis ça pisse ici au milieu. D'accord? Parce que la verge ou le fourreau, la verge est ici, tu vois. Et puis il pisse là. Et puis si c'est un mâle qui a une certaine hiérarchie, qui est un peu le patron, il va lever la patte, puis il va pisser. Tu as vu, le gars, il a pissé très loin. D'accord? Ça, c'est pour marquer le territoire. D'accord? Et la femelle peut faire la même chose, mais elle, les organes sexuels de la femelle sont situés derrière. Donc si elle veut pisser un peu sur le côté, elle doit lever un peu la patte comme ceci, tu vois, et puis diriger le derrière, puis pisser comme ça. Non, mais c'est comme ça que ça marche, je suis désolé. Non, mais voilà. Ça c'est une première manière. Mais si tu ne vois pas ça, donc, ce soir, tu habites chez papa et maman? Tu as une chambre. Alors ce soir, quand tu rentres dans la chambre, pour marquer ton territoire, D'accord. Maintenant, il y a autre chose, c'est que les loups, quand ils marchent, parfois, nous essayons de voir s'ils ont un fourreau, ce qu'on appelle le fourreau pénien. C'est comme si tu voyais un peu le zizi, si tu veux, tu vois, qui est entre les jambes. Et quand il marche comme ceci, quand il fait ceci, parfois, on peut le voir. Que chez la femelle, tu ne le vois jamais. Et ce n'est pas facile à reconnaître. Et puis, tu peux aussi voir s'il est de dos, s'il a la queue en l'air. Parfois, tu vois la vulve, les organes génitaux du mâle ou de la femelle. Les testicules sont un peu plus bas. Et c'est comme ça qu'on arrive à distinguer. Puis après, il y a la taille. Donc normalement, le mâle est toujours un petit peu plus grand que la femelle. Sauf que cette année, on a vu une femelle et qu'un mâle, et puis la femelle a pissé comme ceci, donc c'était un mâle, donc on s'était trompé. Mais tu vois, ta question est fondamentale, elle est hyper intéressante, parce que ce n'est pas facile sur des vidéos de reconnaître le mâle des femelles, c'est très difficile, donc on passe des heures à essayer de regarder. Voilà. Merci pour ta question. Donc tu n'oublies pas ce soir, mais tu ne dis pas à papa et maman. Hein. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente, j'habite dans la région, Mario. J'ai fonctionné pendant 22 ans comme surveillant auxiliaire de la faune. Mon secteur d'intervention situé entre le Molandru et le Marché-Rue, sur le versant sud du Jura. Donc, j'ai participé pendant toutes ces années au recensement, au comptage de toutes les espèces, le coq, le loup, le lynx, les chevreuils, les cerfs et tout ça. On s'aperçoit, en 22 ans, je me suis aperçu que 80 à 90% de la population de chamois et de chevreuils a disparu par la prédation du lynx. Donc le lynx, on ne l'a jamais régulé. Maintenant, on a introduit le loup. Il va rapidement faire diminuer les populations de cerfs. Et
ce qui restera après comme gibier de prédilection, ça sera le bétail des agriculteurs. Et je pense que pour moi, la solution, le débat qui doit être ouvert, c'est la régulation de toutes les espèces pour arriver à un équilibre. Ouais, merci pour votre question, elle est intéressante. C'est sûr que le loup qui vit dans un milieu comme le Marchais-Rue, il y a beaucoup de cerfs, c'est pour ça que les loups sont arrivés dans cette région-là, il va consommer du cerf. Et l'hiver, bon, il va rester sous le pied du Jura ou sur le Marchais-Rue, le Mont-Landru, et c'est ça qui va déterminer s'il peut passer l'hiver, parce qu'en règle générale, le bétail est dedans. Ça va dépendre aussi des hivers qu'on a. Et ça risque aussi de réguler. Là, vous avez utilisé le terme de réguler. C'est sûr que dans une société comme la nôtre, le Conseil fédéral, vous avez peut-être vu les changements de l'ordonnance fédérale sur la chasse, parle de régulation. Les Français parlent de régulation, tout le monde parle de régulation pour créer cet équilibre-là. Je ne sais pas comment on va y arriver, parce que le loup, en fait, ça a cette complexité-là, c'est que vous pouvez diminuer le nombre de loups, mais vous tirez un individu dans un groupe social. Donc, à voir quelles sont les conséquences. Puis vous avez pointé quelque chose qui me paraît intéressant, c'est le bétail. Est-ce que les loups vont un jour se nourrir l'été que de bétail? Est-ce que l'hiver, ils vont descendre au pied du Jura puis se nourrir que de bétail? Pour l'instant, avec les informations qu'on a, on ne pense pas, mais ça veut quand même dire qu'il y a potentiellement, ils vont continuer à s'attaquer du bétail parce que de tuer un jeune bovin de 200 ou 250 kilos, quand vous êtes un loup, c'est très intéressant. Donc l'idée, c'est essayer de mettre en place, si on peut, des mesures de protection. Et dans les mesures de protection, il y a aussi le tir de loup. C'est aussi de tirer un individu qui pose un problème. Et puis, il ne faut pas que le tir d'un loup soit un effet tabou. Sauf que moi, je ne suis pas du tout pour qu'on tire des louveteaux comme on le propose. Et je pense que pour aller dans ce que vous dites, pour comprendre ce qui se passe, il faut aller encore plus loin. Je pense que le tir n'est pas suffisant, mais là, il faut capturer du loup. Je pense que c'est la prochaine étape. Et c'est vrai que là, M95, ou Gros Pépère, a sa tête qui est mise à prix. Mais je pense qu'on aurait beaucoup plus intérêt à capturer ce loup-là avec d'autres loups pour comprendre ce qui se passe, pour aller voir qu'est-ce qu'ils mangent, en fait, effectivement. Est-ce que tout d'un coup, l'été, ils mangeraient que du bétail? Oui. Là, dernièrement, ils ont tué un gros cerf parce que c'est le brame du cerf. Et si on peut aller là-dedans puis commencer à acquérir de nouveau de la connaissance, grâce à un collier GPS, ça, ce serait intéressant. Après, on pourra encore aller plus loin. Et ça, j'y crois, parce que les Italiens viennent d'ouvrir une porte là-dedans. C'est faire de l'effarouchement, c'est-à-dire de créer, en fait, un lien entre la présence du bétail avec un traumatisme. Alors, on essaye de le faire, on tire sur des loups avec des lance-fusées explosives, on essaye de faire ce qu'on peut. C'est assez compliqué à faire, mais vous imaginez le jour où vous avez un loup ou deux loups avec des colliers GPS, vous savez où ils passent exactement. Et si on peut faire ça, ça nous permettrait en fait de créer ce lien-là. Vous imaginez quand vous êtes au Marchais-Rue, vous avez du bétail partout, et les loups rencontrent ce bétail tout le temps. Donc, s'il devait se nourrir que de bétail, c'est une hypothèse, mais il est probable qu'il tuerait beaucoup plus, parce que la fréquence de rencontre est beaucoup plus élevée qu'avec le gibier. Mais pour s'en rendre compte, pour comprendre ce qui se passe, je pense qu'aujourd'hui, il faut encore aller plus loin, pas que voir l'invisible comme on le fait, mais c'est de pouvoir suivre les loups en leur mettant des colliers GPS. Et ça pourrait être fait aussi sur les cerfs, par exemple, pour comprendre ce qui se passe, comme ça peut être fait sur le chamois et le chevreuil. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. On rediscutera après volontiers, si vous voulez. Volontiers. Non, mais après, reprenez, si jamais. Bonjour Jean-Marc. J'avais une petite question par rapport aux chiens de troupeau. Enfin, aux chiens de protection. Est-ce qu'ils ont la même valeur sur les ovins que sur les bovins? Donc, ta question, c'est de savoir si on peut mettre des chiens de protection sur des bovins? Voilà. Oui, alors, sur les bovins, ça marche très bien. On peut les mettre sur des veaux, des génisses, des vaches mères. Ça marche très bien. Les Espagnols le font. Ici, dans le département du Doubs, on a un chien sur des vaches laitières. Il y a ici, dans le canton de Vaud, aussi quelqu'un qui a pris un chien. Voilà, ça, on le fait, c'est possible. Le problème du chien, c'est que tu l'utilises à l'alpage. Puis à l'alpage, tu as des randonneurs, donc il faut avoir des chiens qui ne font pas peur aux randonneurs. Puis après, tu descends de l'alpage, tu es 4 mois par année ici, à l'alpage à peu près 120 jours. Après, quand tu redescends, tu es en bas, au pied du Jura, quoi. Et puis là, ton exploitation, elle est dans le village, à proximité d'un village. Puis un chien de protection a une particularité, c'est qu'il aboie. Et puis on a des voisins qui n'aiment pas quand les chiens aboient. Et là, tu commences à avoir des conflits. Et aujourd'hui, en France, là, on travaille pas mal sur les chiens, il y a 6000 chiens de protection sur la France. Et il y a eu en 2021, donc 6000 chiens, 85 accidents par morsure recensés. Donc ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas que le chien soit dangereux, mais c'est les dérangements, c'est la peur du chien.
Et là, on n'est pas encore prêt. On souhaiterait mettre des chiens sur certains troupeaux, mais tu t'imagines, ici dans le Jura, avec tous les troupeaux qu'il y a, mettre des chiens, c'est impossible. Impossible. Donc, dans certains cas, ça pourrait fonctionner, mais il faut qu'on trouve d'autres moyens. Mais sur bovin, ça fonctionne super bien. On a des chiens qui respectent le fil. Parce que le bovin, c'est que tu mets qu'un fil, et puis le chien peut traverser dessous. Et là, il y a certains chiens qui respectent le fil. Quand ça se passe bien. Des fois, ça se passe aussi moins bien. Parce qu'il y a des fois, le chien, il va bouffer un autre chien, peut-être tout troupeau qui arrive avec. Ça, c'est un peu moins bien, quoi. En fait, oui, on va devoir arrêter. On vous invite à prendre un verre à côté. Et si vous voulez, il y a les livres aussi en haut. Donc, on vous remercie infiniment. Merci beaucoup. À vous.